Ça révèle le problème migratoire, ça révèle le problème des femmes, ça révèle le problème de tous les oubliés hors sécurité sociale, ça révèle la déstructuration du chômage, ça révèle la déstructuration du travail, ça révèle l'hyperconditionnalisation des droits dans les CPS, etc. Ça révèle qu'il y a même des droits de base qui ne sont pas rencontrés, le droit à l'énergie, le droit à l'eau. Cette crise nous a amenés à, en pas de semaine, arriver à rendre du droit minimum dans des droits qui, en toute légalité, étaient empêchés aux yeux des gens. Hein. Parlons de l'eau et de l'énergie. Donc on est arrivé à faire que les gens ouvrent leur robinet, ils ont de l'eau et les gens ont de l'électricité. En prenant des décisions politiques ensemble. Donc moi, ce que ça révèle aussi, c'est que c'est possible de prendre des bonnes décisions vite. Alors, je sais bien qu'on dit pour le moment, ah ben oui, mais il faudra les payer, ces bonnes décisions vite. Et est-ce qu'elles vont durer? Ben non, évidemment. Si on n'est pas vigilant, on remettra des compteurs à budget, on va remettre des limiteurs de débit d'eau, on remettra les gens dans des contrats merdiques, etc. Mais on voit aussi que pourtant, il est possible de s'entendre sur des décisions rapides, et en tout cas qu'elles sont opérationnalisables. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça enlève en tout cas tous les arguments techniques, de complexité, etc., qui empêcheraient de faire les choses autrement. On est en train de découvrir que c'est possible d'appliquer un certain nombre de choses autrement. Et ce que la crise nous rappelle en troisième point, c'est qu'il y a aussi malheureusement des trous dans notre protection sociale. Les artistes, les gens qui ne sont ni sous statut indépendant ni sous statut salarié, tous les gens qui émargent au CPAS, peut-être dont Christine va parler, ceux qui sont hors radar de la sécurité sociale et hors radar du CPAS, tous ces gens-là, malgré notre système, n'ont pas de revenus et viennent grossir, par exemple, les fils de l'aide alimentaire. Et je suis tout à fait étonnée, comme les mêmes réalités que nous essayons avant la crise de décrire, de nommer, de rendre existantes, de rendre effectives, en disant mais il y a des gens qui n'ont pas de droits dans notre société, etc., étaient presque pour certains, j'ai envie de dire, du fantasme, de l'irréalité, de l'invisibilité. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Donc ça, il n'y a plus besoin de le prouver parce que il faut éviter le danger et qu'il représente un danger au plan sanitaire. Donc c'est assez étonnant de voir comme il y a une forme d'énergie au nom de la santé sanitaire à trouver depuis les sans-abri, depuis les gens qui sont travailleurs dans des contrats de travail tout à fait déstructurés, depuis les femmes qu'on identifie tout à coup à l'avant-plan, en passant par, tiens, il y a des gens hospitalisés en santé mentale, on s'en rend compte, il y a des hôpitaux psychiatriques remplis, il y a des jeunes placés en aide à la jeunesse, tiens, il y a des mal logés, il y a des gens qui vivent en nombre incroyable dans des appartements, dans des tours ou des quartiers où il n'y a pas d'espace vert autour. Ah tiens, il y a la fracture numérique. Ah, on n'en parlait jamais avant que sous l'angle, les gens ne sont pas capables. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a des problèmes de connexion, de matériel, il y a un ordinateur dans une famille pour 4 enfants, on fait comment? Si tout le monde est en train d'étudier pour partager le truc, etc. Donc je trouve, moi je n'ai jamais vu, en tout cas depuis que je travaille, un temps sociétal où il y a un effet révélateur, un effet loupe. Et puis il y a aussi dans le début de la crise, il y a eu en tous les cas un rapport plus distant au travail. On se pose la question, on s'est posé la question de savoir s'il fallait vraiment aller travailler. On fait logiquement passer sa santé avant de se dire qu'on doit forcément répondre aux ordres de son employeur. Et parfois, on se questionne même sur le sens de son travail. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est vraiment indispensable? Est-ce que je dois vraiment me mettre en danger pour aller faire ce que je fais? Est-ce que c'est nécessaire au bon fonctionnement de la société? La question, c'est quelles mesures on va mettre en place aujourd'hui pour qu'on rentre véritablement dans une société qui valorise ce qu'on a trouvé bien dans cette crise, à savoir les premières lignes, la sécurité sociale et le fait que effectivement la qualité de l'air s'est améliorée localement à Bruxelles parce que les embouteillages ont diminué. Le fait qu'on a retrouvé, certains ont retrouvé plus de temps, pas tout le monde, mais loin de là, mais certains ont plus de temps. Et donc, valoriser toutes les petites choses positives qu'on a vues émerger dans cette crise-ci. Mais je pense qu'il faut défendre pour demain, pour ne pas être dans la même chose, l'orientation de métiers. Alors, on a une expression au réseau qui dit de métiers qui font du bien à ceux qui l'exercent, qui font du bien à ceux qui en bénéficient. Donc, on pense ces métiers de l'essentiel, etc. Hein, donc, du travail
qui produit quelque chose qui est utile, nécessaire et qui fait du bien, et qui fera du bien au contrat social, qui fera du bien au lien social, à la collectivité, et qui fera du bien à l'environnement, à la biodiversité, etc. Toute remise en question d'un modèle sociétal passe forcément par une remise en question du travail, à la fois sur les modalités et aussi et surtout sur ses finalités. On se rend compte aussi que toute évolution du monde du travail, du marché du travail, a un impact sur le restant de la société, comme ça a été dit par mes deux co-conférenciers. Effectivement, quand le monde du travail se dérégularise, se dérégule tout court d'ailleurs, que le temps de travail s'allonge, que les horaires deviennent de plus en plus irréguliers, que les contrats sont moins stables, ça a un impact notamment sur la santé de la population, ça a un impact sur le bien-être général. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se retrouver dans la revendication de droits nouveaux dans la sécurité sociale, que ce soit des publics qui n'ont pas accès à la sécurité sociale de manière complète. Je peux penser aux indépendants, aux artistes, une partie du monde du travail qui n'est pas couvert par la Sécu. On peut évidemment aussi penser à des droits nouveaux au sein de la sécurité sociale. Si on juge que manger ou se loger est un truc prioritaire qui doit être géré collectivement, on peut créer un pilier de sécurité sociale qui donne droit au logement ou qui donne un droit à l'alimentation. C'est des trucs comme ça que les gens attendent. Hein. Personne ne va aller se battre pour obtenir une fiscalité juste ou une cotisation sociale plus grande. Hein. Personne ne va se bouger pour ça. Les gens vont se bouger pour obtenir de la bouffe, ils vont se bouger pour obtenir des loyers moins chers, ils vont se bouger pour obtenir des droits nouveaux s'ils ne sont pas couverts par le chômage ou par d'autres trucs. Là, les gens vont être là. Et donc, j'ai l'impression qu'on a des poches comme ça, d'alliés qui, à la limite, à la base, ne se parlent pas, ne se regardent pas. Et comme dit Christine, là, pour la première fois, les gens ont vu dans la crise sur la condition du voisin. Là, pour la première fois, on commence à avoir une vue sur les trucs qui sont défaillants un peu partout. Si demain, les artistes qu'il faut défendre, qui sont avec des contrats qui n'ont jamais existé valablement chez nous, etc., se disent qu'ils peuvent défendre les personnes qui vont nettoyer à domicile parce qu'elles non plus n'ont pas nécessairement le contrat qu'il faut, soit parce qu'elles sont dans des intérims ou des trucs comme ça, ou des temps partiels qui sont non valablement rémunérés avec des revenus misérables, etc., eh bien, on a là une alliance, etc. Si on peut croiser des mondes. Et j'ai l'impression que du coup, si chaque public trouve son compte dans un truc global qui pourrait être englobé dans la Sécu, on peut avoir le même effet que ce qu'il y a eu pour le CETA, par exemple. Et donc, la question est posée. Comment faire pour renverser le rapport de force? Parce que c'est la clé, évidemment. Il ne s'agira pas de compter, comme j'avais déjà dit, sur la compréhension de la nécessité de changer de modèle social. Non, c'est une question d'abord de pouvoir imposer notre vision des choses au monde patronal et à la droite. Mais je pense, par contre, qu'on a peu de temps, parce que le recyclage de la crise du Covid par le capitalisme, il est rapide, le capitalisme digère très vite tout. Hein, on va vite être dans, finalement, les morts du Covid, c'est une variable d'ajustement, c'est une statistique. Si les syndicats, les mutuelles ou d'autres gros organes collectifs répondent de la même manière, avec les mêmes outils, avec une forme de mollesse dans juste de la communication et pas de l'organisation de public pour collectivement demander quelque chose, pas juste expliquer, demander quelque chose. Alors évidemment, on va se retrouver dans la même séquence qu'après 2008, en pire, parce que la situation économique va être pire. Là, on encaisse le choc, mais moi, je crois vraiment que ça va être pire. Si on ne se bouge pas, qu'est-ce qui va se passer? Le monde d'après Covid sera bien pire que le monde d'avant, bien entendu. Est-ce qu'on va rentrer en négociation dans les termes de la négociation du patronat, oui ou non? Parce que si on rentre dans les termes de la négociation avec la question telle qu'elle est posée, à savoir comment concilier économie et santé, comment faire pour que le monde d'avant revienne le plus rapidement possible à la normale, rien que la question induit déjà la réponse. Enfin, je veux dire, si on joue dans ce jeu-là, on est quasi sûr et certain de revenir dans le monde d'avant.